Ça faisait longtemps que j'avais envie de tourner cette vidéo parce que je me retrouve souvent, malheureusement, dans la situation dans laquelle je dois refuser un appel parce qu'il n'y a pas assez de trafic pour mener des A/B tests et c'est pas pertinent pour l'agence, ou avec des prospects en call qui n'ont pas le nombre de transactions nécessaires pour réaliser ces fameux tests. Et il y a un truc à comprendre, c'est que faire des A/B tests, c'est pas la seule et unique manière d'augmenter ses performances et ses profits sur le site. C'est une très bonne manière pour prendre des bonnes décisions et inclure de la donnée dans ces décisions. Euh, D'aller chercher la vérité pour son propre site, sa typologie de produit, son trafic et son niveau d'éducation de clients ou de prospects qui arrivent sur le site. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est pertinent quand on atteint 1000 transactions. À partir de 1000 transactions, même si chez nous ce standard a évolué avec le temps, avant on commençait à faire des tests sur des plus petites boutiques, mais aujourd'hui on se rend compte que c'est vraiment le minimum pour dérouler jusqu'à 2 et 3 cycles de tests qui sont significatifs. Je définirai tout ça juste après dans cette vidéo. Mais là je veux vraiment m'adresser aux shops qui font pas de vente, aux boutiques qui réalisent quelques dizaines, voire centaines de transactions tous les mois pour vous donner une solution, voire même un chemin à prendre pour que vous sachiez sur quoi vous concentrer pour aller chercher de l'impact et évidemment comment mesurer cet impact pour prendre des décisions qui ont du sens. On verra aussi les différentes manières de faire avancer votre boutique entre les refontes ou le fait d'isoler et de dissocier chaque variable pour être capable de savoir ce qui ne marche pas, comment on réagit notre trafic à telle ou telle fonctionnalité ou composant. J'ai vraiment envie qu'on passe par là parce que plus le temps passe, plus c'est important de remettre tout à plat, en tout cas sur les méthodes qui existent. Et surtout, plus le temps passe, plus il est compté parce qu'on dépense tous les jours de l'argent, pour la plupart, en acquisition sur des régies qui sont de plus en plus chères, avec des CPM qui font qu'augmenter et tout ce qui va avec. Donc ça devient vraiment important de savoir contrôler son tunnel de vente, de ne pas le surcharger, de contrôler aussi chaque variable qui forme son tunnel de vente. Et pour ça, rien de plus important que de savoir qu'est-ce qui impacte et de définir par rapport à son propre business aussi sur quoi se concentrer et qu'est-ce qu'il faut prioriser. On est parti. Hello et bienvenue dans ce format plus authentique et informel. Moi c'est Thomas, fondateur de l'agence The Deployer et du thème Full Stack. On accompagne des marques comme Boku, Hydratis, L'Avant-Gardiste ou encore MyVariation à optimiser leur taux de conversion en e-commerce. Mais on est surtout des fans de technique, de données et de marketing. L'objectif de ce format, c'est de vous livrer sans filtre les conclusions qu'on tire au quotidien, nos apprentissages et notre vision plus globale du e-commerce. Vous pouvez déguster ce format sur toutes les plateformes audio et vidéo. N'hésitez surtout pas à donner votre avis ou poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo ou de cet épisode. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'un A/B test ? Un A/B test, même s'il existe plusieurs de tests, on va en parler juste après, c'est globalement une situation dans laquelle je vais montrer à 50% d'un utilisateur ou de mon trafic au global une version et à 50% une autre. La version de base, on l'appelle la version de contrôle. C'est mon site dans l'état actuel, si on parle du site, parce qu'on peut faire des A/B tests sur des emails, on peut faire des A/B tests sur de la pub, et c'est d'ailleurs ce que les algos de pub font par défaut. Mais si on se concentre, par exemple, si on prend l'exemple du site et que j'ai envie de tester la couleur de mon bouton, eh bien, si mon bouton par défaut est noir, eh bien, ma version de contrôle sur laquelle 50% du trafic atterrira sera ma version avec le bouton noir, et puis ma version de test, celle sur laquelle j'ai créé mon hypothèse et j'ai envie d'aller chercher la vérité, sera la version avec le bouton rouge ou vert. Le but dans un A/B test, c'est qu'on isole une seule et unique variable. Dans ce cas-là, c'est la couleur du bouton. Et on va avoir envie de savoir quel est son impact sur une KPI donnée. Ça peut être le taux d'ajout au panier, ça peut être le nombre de transactions à la fin, et ça peut être les deux. On peut mesurer aussi ces deux données pour mesurer aussi, par exemple, le revenu que ça apporte par utilisateur, par session qui sont soumises à ce test-là. Le mot d'ordre, c'est vraiment d'isoler une seule et unique variable
pour savoir et apprendre quelque chose, que ton test marche ou qu'il ne marche pas. C'est-à-dire qu'il apporte plus de résultats, plus de conversions, plus d'add to cart, plus de revenus par session ou pas. S'il n'en apporte pas, ça ne veut pas dire qu'on est nul, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a fait un test, et c'est aussi la raison pour laquelle on avait une version de contrôle, la version avec notre bouton noir, parce que comme ça on peut revenir dessus. Et techniquement, si on n'a testé qu'une seule variable, on peut tirer une conclusion et affiner aussi nos tests par la suite. Alors le test de couleur de bouton, c'est un test qui est facile à imager, mais c'est typiquement ce qu'on ne fait jamais. On ne fait jamais un test de couleur de bouton parce que par définition, c'est un test qui impacte très faiblement le taux de conversion ou les performances qu'on va cibler. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'il existe une bonne pratique, à savoir que ton bouton doit se démarquer, on doit savoir instinctivement que c'est l'action qu'on a envie que notre utilisateur réalise, et qu'à partir du moment où il se démarque, écoute, tu n'apportes pas de niveau d'information supplémentaire, tu n'interviens pas sur le prix ou sur l'offre, tu testes une couleur, il n'y a même pas de copywriting, donc c'est toujours dans la partie information et éducation, et tu ne brises pas d'objection non plus, tu réponds pas à des modalités pour rassurer l'utilisateur, tu fais rien. Donc par défaut, il va falloir que tu enregistres beaucoup de transactions tous les mois et que tu aies vraiment traité tous les sujets les plus importants pour toi, pour que tu dises, allez, par curiosité, je vais me taper un délire, je vais tester la couleur de mon bouton add to cart et on va voir ce que ça donne. Mais vraiment, je te le conseille pas. Ça doit être des tests qui ont déjà été réalisés, mais juste, je pense, pour se taper un délire. À partir du moment où le add to cart, il est identifiable, et puis il peut facilement se démarquer et ressortir de la page, tu as gagné. Mais ce que je veux dire sur la partie isoler une variable et tirer une conclusion, c'est le même principe, et que tu le fasses pour un add to cart ou autre chose, mais en fait, ce sera exactement la même chose, mais ça va être plus important pour toi de le faire, par exemple, sur les visuels du produit, sur globalement tout ce qui se trouve au-dessus de ton bouton d'ajout au panier, parce que c'est les hauts de page et c'est ce que la plupart des utilisateurs voient, donc l'impact sera naturellement plus haut. Et puis sur des variables qui ont vraiment du sens, la numéro 1 et l'objection numéro 1, peu importe ton produit, ton prix ou à quel point tu as validé ton marché, ce sera toujours le prix. Donc je dis souvent, et j'en parle dans plein de vidéos, que l'A/B test le plus facile et qui t'apportera le plus de résultats à court terme, c'est surtout si tu n'en as jamais fait, c'est d'augmenter de 5% ton prix. Donc si ton produit il est à 40 balles, tu rediriges toujours 50% du trafic sur le produit à 40 balles, et puis tu testes avec 5% de plus, et puis tu vois ce que ça donne. Ce que tu peux apprendre sur un test à 40 plus 5% qui échoue, donc c'est-à-dire que ton revenu par utilisateur global n'augmente pas, hein. Peut-être que tu vas perdre en taux de conversion, tu vas gagner un petit peu en panier moyen, mais si tu fais tes calculs à la fin, tu n'auras pas une meilleure rentabilité. Donc si ce test échoue, ce que tu peux conclure, c'est que tu as besoin de continuer à augmenter la valeur perçue de ton produit, parce que ton utilisateur n'est pas prêt à dépenser plus pour ce produit-là. Et donc là, tu vas devoir te remettre sur la partie éducation pure, peut-être labellisation, certification de ton produit, plus de preuves sociales par exemple. Et puis au fur et à mesure que tu vas passer ces tests-là, tu vas pouvoir revenir sur cette augmentation de 5% de ton prix. Et si elle passe, ça veut dire que tu auras réussi cette partie-là. Et généralement, c'est vraiment les moments où tu fais des gros bonds en termes de profit. On parlera de stats juste après. Le but, c'était vraiment de définir là un A/B test. Et maintenant, j'aimerais voir avec toi ce qu'est la différence entre un test pur. J'ai envie de dire, alors on l'a pas dit non plus, c'est qu'il y a plusieurs types d'A/B tests. Il y a des tests AB, il y a des tests de redirection, et il y a des tests multivariables. Un A/B test, c'est je montre une version A, je montre une version B, j'ai ma version de contrôle, on l'a défini. Multivariable, c'est que je peux faire un ABC test, c'est-à-dire je peux tester mon bouton noir, mon rouge et un vert, et voir ce que ça donne. Mais ça s'applique aussi à plein de situations. C'est naturellement des tests qui durent plus longtemps, ça se fait dans des cas assez spécifiques. Il doit vraiment y avoir 3 variables et pas plus. Tu ne dois pas pouvoir créer des combinaisons possibles avec ton test qui n'ont pas été pris en compte.
Mais oui, il devra enregistrer plus de transactions parce que ton trafic est divisé sur 33% à chaque fois. Le dernier test, c'est un test de redirection. Un test de redirection, c'est un test dans lequel l'URL va changer. Je vais diriger mon utilisateur sur un duplicate de produit, où je vais tester une page d'atterrissage, par exemple. C'est assez risqué parce que entre la page d'atterrissage 1 et 2, tu vas changer plein de variables, la structure, le discours, etc. Donc, c'est pas recommandé. Mais parfois, on doit en effet faire des tests de redirection. Typiquement, sur Shopify, je sais pas, si on teste des tarifs de livraison, si on teste des prix, si on teste... il y a pas mal de situations quand même. On va devoir dupliquer un produit et rediriger l'utilisateur vers le produit 1 ou le produit 2. Donc ça, c'est pour terminer la définition de l'A/B test. Maintenant, la différence avec un test pur. J'ai envie de dire, le point commun dans un premier temps, c'est que dans tous les cas, si tu fais un test, c'est que tu n'es pas sûr. Et peu de personnes, voire aucune, est sûre et certaine qu'un test, qu'un changement sur son site va apporter plus de résultats. Je dirais, sauf peut-être dans un cas, qui est aussi une très bonne manière dans un premier temps de prendre des bonnes décisions et d'améliorer son site, c'est que si tu as une question qui revient tout le temps au support, un truc, un point commun parmi tous tes utilisateurs et ton trafic, qui se posent tous la même question sur la taille, un manque de clarté par exemple sur ton guide détail, sur les retours ou autre, mais il va falloir que tu l'exprimes directement sur ta fiche produit. Tu prends peu de risques à ajouter cette phrase et à faire reculer un petit peu ton bouton d'ajout au panier ou de le mettre juste en dessous par exemple pour répondre à cette question-là. Tu vas le mesurer dans un premier temps en mesurant simplement ton nombre de tickets que tu obtiens sur ce sujet tous les jours. Et puis, tu vas être capable aussi d'évaluer la rentabilité. Et pour ce coup-là, tu n'auras pas fait d'A/B test, quoi. Ça se teste aussi, hein. Ça peut se tester aussi, mais c'est une source d'information. Mais si déjà, tu arrives à réduire ton support et que tu n'as pas un rebond de taux de conversion monstrueux, pour moi, tu peux y aller. C'est quelque chose que tu peux modifier direct sur ton site. Un test, c'est quelque chose sur lequel tu n'es pas sûr. Et quand tu n'es pas sûr, tu fais un test parce que tu as envie d'obtenir cette réponse, de prendre de meilleures décisions et d'être sûr que tu n'impactes pas négativement la version actuelle, l'état actuel des choses. Il peut être souvent remis en question, l'état actuel. On est tous déçus à un moment de ses perfs, de son taux de conversion ou de son panier moyen ou de sa LTV. On remet tous en question son coût par achat au quotidien. Mais on a une base. Et cette base, on n'a pas envie de la détruire. Même si on la remet en question, on a envie d'avancer avec méthode et on a envie de prendre des bonnes décisions et pas de devoir revenir en arrière à l'aveugle sans tirer quelconque conclusion et que ça, au final, que ça s'applique à rien, tu vois, que ça ait d'impact nulle part, parce que généralement un test dans lequel j'apprends quelque chose, ça va quasi tout le temps se répercuter sur la manière dont je communique sur mes emails ou les créas que je fais, parce que j'apprends des choses sur mon utilisateur final. Donc le point commun, c'est qu'on ne connaît pas la vérité. L'autre point commun, c'est que on crée une expérimentation dans la vie réelle pour aller trouver cette vérité. Bien souvent avec de la donnée utilisateur, parce que au final c'est quasi, je sais pas, contredis-moi, peut-être la seule manière, en tout cas je pense, de prendre des décisions sur le site en partant du principe qu'une personne comme toi et moi qui arrive sur le site c'est égal à un visiteur, qu'à chaque action ça va être enregistré, qu'on saura à quel moment elle fuite sur le trafic et donc elle s'en va, qu'on saura aussi quand elle ajoute au panier et qu'est-ce qui l'a fait pencher d'un côté ou non, ou même le parcours qu'elle fait. Tout ça c'est des KPI, c'est plein de données et nous on se sert de ces données pour prendre des décisions. Ton taux de ticket concernant les retours au support, c'est une donnée aussi, tu vois. Donc au final, tu as toujours besoin de cette donnée pour prendre une décision. Et la différence entre un test et un A/B test, c'est juste que tu ne divises pas le trafic à la fin. Mais c'est tout. Et faire des tests, c'est accessible à tout le monde. Le mot d'ordre, ça restera toujours le même, isoler une variable et viser la variable à l'impact le plus fort
Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu fais un changement, quand tu fais un test, tu n'as pas envie de perdre du temps. Tu n'as pas envie de tester une couleur de bouton d'ajout au panier quand tu n'es pas sûr que ton prix c'est le bon et que tu es toujours capable de l'augmenter. Tant que tu n'es pas sûr que tu peux facturer ta livraison si tu l'as toujours offerte. Tant que tu n'es pas sûr que si tu as un taux de rebond qui est aussi élevé sur ta fiche produit, c'est peut-être à cause de ton premier visuel et que ça vaudrait le coup d'en tester un second. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tant que tu n'as pas répondu à ces questions-là qui sont des fondamentaux, on va voir ce que sont ces fondamentaux. Je te partagerai mon retour d'expérience là-dessus pour que tu saches aussi les identifier. Mais tant que tu n'as pas testé et remis en question ces fondamentaux, eh bien, il faut toujours que tu gardes en vue l'objectif de ta boîte. Qu'est-ce que tu veux améliorer ? Quoi ? Ton coût par achat pour dépenser et investir plus massivement en publicité ou être plus à l'aise pour le faire. Mais si c'est le cas, prends une variable sur ton funnel qui va influencer directement le revenu que tu obtiens de l'argent que tu investis tous les jours en publicité. On a défini ce qu'était un A/B test. On a vu la différence entre un A/B test et un test. Globalement, le test est juste accessible à tout le monde. L'A/B test demandera d'avoir un niveau de données qui est assez important. Mais l'A/B test, il est fait par défaut typiquement sur tes régies publicitaires. Donc, c'est juste qu'elles enregistrent beaucoup plus de données vu qu'elles enregistrent des clics, des vues, des impressions que toi, tu enregistres de transactions. Et donc, lui, il est déjà capable d'optimiser grâce à ça. Maintenant, on va parler des différentes manières de faire évoluer ton site. Globalement, j'ai envie de dire, maintenant qu'on a défini ce qui est un A/B test, un test, et qu'on tu penses que, enfin voilà, tu sais que c'est la méthode à avoir pour faire évoluer son site, j'aimerais parler juste de la différence entre les refontes et les itérations, cette version de test, et quelle est la bonne méthode entre les deux. Je suis pas anti-refonte. Et je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais je vais en parler dans celle-ci un petit peu plus en détail ou même repasser sur ce sujet parce que c'est super important. Une refonte, globalement, par définition, c'est quelque chose dans lequel tu vas modifier plusieurs variables et tout mettre en ligne d'un coup. C'est bien parce que tu avances vite, tu modifies pas mal de choses et tu as vraiment le sentiment d'avancer du jour au lendemain, d'avoir une version du site qui évolue. Le problème dans les refontes, c'est que généralement, la personne qui les font part du principe qu'elles vont développer la meilleure version de leur site et qu'après, le site ne va plus bouger. Ce qui était déjà le cas avant que la refonte arrive. C'est d'ailleurs pour ça que ça ne les dérange pas forcément qu'elles prennent 2 mois ou 3 mois à être développées entre le moment où ils ont l'idée, ils valident les maquettes et tout, etc. etc. Donc, ok. Vision numéro 1 pour répondre à ça. Ton site doit bouger, continue à bouger tout le temps. Et globalement, royalement, surtout quand tu touches à des choses qui vont impacter tes perfs, une variable par une variable. Fais des tests. Maintenant, tu as le droit de faire des refontes. Tu as le droit de changer plusieurs composants d'un coup parce qu'il y a des trucs qui vont te faire avancer instantanément. Typiquement, tu refonds ton branding, ta DA. Et ben let's go. Fais une refonte de ton site, arrondis tes bordures, ajoute tous les éléments qui vont régir ta direction artistique et implémente-le directement. Par contre, ne retire pas tes bénéfices en bullet point sur ta fiche produit. N'affiche pas des composants textuels ou marketing qui n'étaient pas présents avant. N'en ajoute pas non plus. Concentre-toi juste sur la partie visuelle. Tu fais que du CSS dans ta refonte. Tu ne changes que des éléments de design. Tu as un problème de vitesse. Généralement, les problèmes de vitesse, c'est bien souvent causé par les médias ou les librairies, mais c'est déjà 2 variables. Et des médias, il y en a beaucoup plus d'un. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de trucs à optimiser aussi sur la vitesse. Fais une refonte concentrée sur la variable vitesse. Il y a plein de trucs à modifier à l'intérieur, mais à la fin, ce que tu vas appliquer et mettre en place, c'est une optimisation du temps de chargement de ton site. Et c'est une autre variable. C'est pas à faire en même temps que la refonte de ta DA, c'est à faire en même temps que la refonte de ta vitesse. Tu te concentres là-dessus, tu améliores la vitesse et après tu te concentres sur les autres éléments. Nous, par exemple, dans notre agence, on est payé pour ramener du profit. Ce qui fait que généralement, la partie DA ou visuelle, on part du principe qu'elle est acquise. Ou que c'est pas à nous de la remettre en question. On va juste faire en sorte
de s'y tenir. Donc dès qu'on va développer un composant d'offre ou autre, on va évidemment le designer, valider le résultat final avant que le développement commence et que le test soit lancé, évidemment. Mais on ne va pas remettre en question ça. On ne va pas remettre en question le pourcentage ou le nombre de pixels d'arrondi de bordure sur tes cartes. On va utiliser le même que d'habitude. On va respecter ça et on ne va pas le remettre en question parce que notre rôle, c'est de se concentrer sur les variables qui apportent du profit. D'ailleurs, pour ça qu'on s'entoure de prestataires qui vont remettre ça en question tous les 6 mois ou 8 mois parce que nous, on ne prendra pas le temps de le faire. On ne prendra pas le temps de le faire parce qu'on doit continuer à se concentrer sur le profit. C'est pour ça qu'on existe, c'est pour ça qu'on nous paye, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et bref, vous avez compris. Donc, la refonte, elle est pertinente quand on veut faire avancer des composants qui ont un impact faible sur la prise de décision à l'achat de ton prospect, sur ta conversion ou sur la KPI qui sont importantes à l'augmentation de ton profit sur ton site, hors vitesse, parce que c'est quand même important, et cohérence globale. Et justement, si tu veux faire avancer les éléments qu'on a dit, les refontes vont être pertinentes globalement quand ça parle de l'évolution du branding et de l'aspect visuel de ta marque, de ton logo, ou bref, à quel point tu améliores ta DA, à quel point tu vas améliorer ta vitesse, mais aussi pour répondre à des problématiques de support, par exemple, et réduire des coûts qui sont de la charge fixe pure chez toi. Pour remplacer une app, par exemple, ou plusieurs, tu vois, une grosse app de pack maker, par exemple, enfin, on va appeler ça une refonte, parce que c'est des fonctionnalités qui sont grosses, qui vont te demander 20, 25, 30 heures de dev, un gros design. Bah, tu vas refondre ta page de builder de pack, bien sûr, tu vas changer toutes les variables d'un coup. Tu vas essayer quand même de le faire quasi à l'identique ou en réglant des problèmes qui sont évidents. Tu vas l'implémenter et tu remettras en question plus tard des choses qui peuvent être plus importantes sur l'UX, le prix, l'offre que tu pratiques sur la quantité, par exemple. Ça, tu devras le tester. Ensuite, optimiser sa boutique sans faire de B-test. C'est marrant parce que c'est vraiment le serpent qui se mord la queue et c'est typiquement le terme que j'ai à chaque fois que je suis en call avec un client qui n'enregistre pas assez de transactions, c'est de se dire, bah écoute, je peux pas faire de test, je peux pas accéder à ton service, donc ça veut dire quoi? Je peux pas augmenter mon taux de conversion, mais du coup, moi, j'ai pas envie d'investir plus en publicité parce que j'ai envie que mon site convertisse mieux. On va y arriver, je vais te donner des pépites. Et on va commencer par les personnes qui enregistrent pas de transactions. Ça, je suis navré. J'accepterai jamais ton appel, en tout cas dans le cadre de l'agence, parce que quand tu n'enregistres pas de transactions, tu ne peux pas optimiser ton taux de conversion. Parce que optimiser ou créer un multiple de 0, ça fera toujours 0. Et généralement, quand tu n'enregistres pas de transactions, c'est que tes fondations, elles ne sont pas bonnes. Et je les définis toujours. Ça peut être ton offre, ton prix, ta cible. Et généralement, c'est assez évident. Ça se voit direct si tu prends un peu de recul sur ta marque ou si tu te compares aussi à tes concurrents. Donc, les personnes qui savent faire des bonnes études de marché, trouver le bon produit qui s'adresse à la bonne niche, identifier un concurrent qui score et comprendre pourquoi il score, elles n'ont pas ce problème-là, elles arriveront toujours à générer une première vente. Les personnes qui sont dans le cadre, et si toi tu es dans cette vidéo, tu es vraiment au moment où tu essayes de générer ta première vente et tu galères, tu es en train de remettre en question ce que tu fais ou le risque que tu es en train de prendre à créer cette boutique, à avoir du stock potentiellement ou autre. Il faut que tu arrêtes de te concentrer sur toi, sur ton besoin d'argent ou sur les problématiques que tu connais par cœur et auxquelles tu sais répondre. Il faut que tu te concentres sur ton utilisateur final, sur la personne de l'autre côté qui a des problèmes, qui est dans une situation à l'heure actuelle, hein, et ça, c'est ce qu'on va appeler ta cible. Ta cible, c'est plusieurs personnes qui ont un point commun. Et ce point commun, c'est la situation dans laquelle ils se trouvent, au moins sur ton cœur de cible. Et ils ont un autre point commun. L'autre point commun, c'est la situation qu'ils veulent atteindre. Combler un proche, ou se combler eux-mêmes, ou résoudre un problème, une douleur, ou n'importe quoi, corriger des imperfections sur leur peau, peu importe, tu as besoin de le comprendre. Ton produit, c'est le pont entre les deux. Pour bien vendre ton produit, il faut que tu places le message sous les yeux de ton client ou prospect, sous les yeux de ta cible,
et que tu lui montres que tu as compris sa situation actuelle, que tu as compris où elle voulait aller et que ton produit est le meilleur pont pour arriver entre les deux. Derrière ça, tu auras toujours des objections qui seront toujours des objections liées au prix, qui seront toujours des objections liées à la livraison ou à la confiance qu'on peut t'accorder. Mais si tu arrives déjà à valider ton message et ta proposition de valeur, tu réaliseras déjà des ventes. Tu pourras remettre en question toutes ces variables. Tu devras les remettre en question. On remet encore ces choses-là en question. Ce sont des boutiques qui font plus d'1 million d'euros par mois et tu devras toujours les remettre en question. Je me répète, mais c'est vraiment pour que tu comprennes que ça évolue. Ta proposition de valeur va évoluer. Mais si déjà, dans ta version 1, tu as montré à ton client que tu l'as compris, à ta cible, que tu l'as compris, que tu sais dans quelle situation il est, qui veut devenir et quel problème tu résous et que tu l'as bien communiqué, tu feras des ventes. C'est sûr et certain. Si tu n'en fais pas à l'heure actuelle, c'est que ça, c'est pas bon. Le deuxième problème, si tu ne fais pas de vente à l'heure actuelle, c'est que tu as trop complexifié ton funnel. C'est que tu penses que tu vas arriver à vendre grâce à des grosses offres sur la quantité, une livraison offerte, des logos de paiement pour rassurer ton utilisateur et lui montrer que c'est bien sécurisé. En retirant le plus de freins qui ne concernent pas ton produit et la raison pour laquelle l'utilisateur l'achètera. Ça peut marcher, ça marchait très bien avant, mais aujourd'hui plus que jamais, et ça va être de plus en plus dur, et ça va être de plus en plus vrai, tu dois te concentrer sur ces fondations en éliminant les parasites qu'il y a autour, et je considère ça comme des parasites surtout au début. Ça peut apporter du résultat, mais c'est de l'optimisation. Et l'optimisation que tu essayes de faire, c'est un multiple de 0, comme on l'a vu depuis tout à l'heure. Donc, conserve un funnel simple. Utilise un thème gratuit, un thème dans lequel tu n'as pas d'option. Utilise pas d'application. Aucune. Très peu. D'application d'avis, allez, Klaviyo, email et encore. Tu fais pas de vente. Utilise pas d'application, un funnel simple. Concentre-toi sur, j'allais dire 5, mais je sais pas combien j'en ai en tête. Tes visuels produits, ta proposition de valeur et donc la compréhension de ta cible, ton persona. Un seul et unique angle marketing, pour pas que tu essayes de t'adresser à 50 000 personnes. Tu pourras créer des variantes plus tard et essayer de diviser ton discours, mais ça fera partie des tests que tu feras après. Ton prix, même pas ton offre. Tu vends sans offre. Tu vends sans réduction. Tu vends à un prix fixe. Les bénéfices de ton produit, pas les fonctionnalités. Les fonctionnalités, elles viennent justifier justement les bienfaits et comment ton produit va aider l'utilisateur grâce à X, Y ou Z fonctionnalités. Et c'est plus ou moins tout pour ce qui va te permettre de générer des premières ventes. Ce qu'on a remarqué, c'est que quand tu arrives à aligner ton message avec ta cible, donc tu as compris quelle était sa situation actuelle, qu'est-ce qu'il désirait, et que tu as réussi à bien placer ton produit au milieu, généralement, ça, tu l'as fait sur ta publicité. Tu as réussi à convaincre des utilisateurs en dehors de ton site. Et tes premières ventes, elles seront générées comme ça. Elles seront générées par des gens qui sont convaincus par ton produit grâce au message que tu leur as montré sous leur tronche et qui a attiré leur attention, puis qui les a redirigés vers ton site juste pour l'acheter, rentrer leurs informations et passer à la suite. Donc généralement, les premières ventes que tu fais sur ton site, c'est en convainquant des personnes depuis l'acquisition. Ce sera d'ailleurs toujours ton cœur de cible et de trafic. Et nous, dans la méthode qu'on a à optimiser les profits sur une boutique e-commerce, quand on arrive sur une nouvelle boutique, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on se concentre dans un premier temps sur les personnes qui sont déjà convaincues par le produit depuis l'acquisition. Et puis, on fait en sorte de juste rendre leur parcours plus smooth sur les trucs qu'il y a autour, que tu es en train de remettre en question à l'heure actuelle, alors que tu n'as pas réussi à avoir cette base-là. Donc, super important, tu te focuses, 1, sur ton discours, ta proposition de valeur, ta cible, et de 2, sur ton acquisition à 200%. À partir du moment où tu as un thème gratuit, tu as les fondations qui sont posées. Et tu verras, c'est pas parce que ton tarif de livraison il est gratuit que la vente arrivera. C'est pas parce que tu as des logos de paiement pour rassurer ton utilisateur sur ton site. C'est même pas parce que tu as une FAQ. C'est même pas parce que tu as structuré avec des sections. Tu peux avoir juste une fiche produit, mais vide. C'est bien d'avoir des avis, mais c'est même pas grâce aux avis que tu vas convertir tes premiers utilisateurs et réaliser tes premières ventes. C'est grâce
au fait de montrer le bon message à la bonne personne sur ta régie publicitaire principale, ta source d'acquisition principale pour rester un petit peu plus vague ici, tu n'investis pas en trafic payant. Une fois que tu auras validé ton message, ton acquisition, tu vas le voir direct parce que tu vas générer des ventes sur ton site. Et après, tu auras le droit de remettre en question les variables qui suivent. Ensuite, tu vas donc naturellement, et peut-être c'est un problème de produit, parce que tu lances un truc qui est ultra saturé, qui a été vu et revu de partout, et que tu le fais de la même manière que le concurrent principal qui ads genre 20 fois plus que toi, avec beaucoup plus de budget, de roulement et tout le bordel. Mais tu vas arriver à un moment où tu vas faire des ventes. Pourquoi ? Parce que de toute façon, les personnes qui se remettent en question et qui n'arrêtent pas réussissent. C'est une loi de la nature. Parfois, ça prend 2 semaines et parfois, ça prend genre 2 ans, voire plus. Mais les personnes qui n'arrêtent pas et qui se remettent en question réussissent. Donc tu vas y arriver. Et puis, tu vas arriver à un moment où tu vas faire plus d'une transaction par jour. Tu vois, tu vas pas faire une vente juste par chance ou parce que ton cousin, il avait de la peine pour toi. Tu vois, tu vas vraiment faire une vente parce que ton message a été posé devant la bonne personne et parce que tu seras assez, assez remis en question pour y arriver. Et donc, tu vas arriver à un moment où tu vas devoir itérer sur tes fondations en priorité. Peu importe ton trafic et de gauche à droite. Putain, c'est bien dit ça. Je vais définir ce que j'ai en tête. J'ai juste quelques notes. Hein. Vraiment, j'ai pas grand-chose. Je me suis mis juste quelques titres et le but, c'est d'être le plus naturel possible. Je sais pas comment on dit ça, mais juste que je t'exprime ce que j'ai en tête et ce qu'on apprend, ce qu'on comprend aussi tous les jours sur le monde du e-commerce. Donc, tester ses fondations en priorité, peu importe le trafic, et de gauche à droite. Tester ses fondations en priorité, ça veut dire que juste avant, je t'ai expliqué ce qui marchait et ce qui allait impacter tes premières ventes. Tes visuels produits, ton prix, tes bienfaits du produit exprimés dans le langage de ta cible et ton audience pour lui montrer que tu as encore une fois saisi sa situation actuelle, ce qu'il voulait devenir et comment ton produit était le meilleur point entre les deux. Évidemment, si ça, c'est ce qui te permet de générer ta première vente ou tes premières ventes de manière stable ou pas, c'est le premier truc à remettre en question. C'est le premier truc sur lequel tu vas devoir faire des changements et des itérations. Donc, évidemment que ce que tu vas tester en priorité, c'est ce qui est en haut de la pile, de la prise de décision ou du fait de convaincre ses utilisateurs. Et dans cette pile, il y a ça. Je t'ai fait une vidéo aussi sur les 4 tests à faire en priorité. Et dans cette vidéo, je t'explique quels tests, comment tu peux les tester si tu n'as pas beaucoup de trafic. Je vais te le redire ici. Donc, peu importe ton trafic, c'est à partir du moment où tu as commencé à enregistrer des transactions sur ton site. Et je disais de gauche à droite. Pourquoi ? Parce qu'à gauche, alors chez toi, la gauche, ça va être là, je pense. À gauche, tu as l'acquisition. C'est ton point d'entrée. C'est là-dessus qu'il se passe le plus de trucs, surtout au début. Mais même après, parce que dans tous les cas, c'est là-dessus que tu ratisses tout le monde, ton audience. Là-bas, tu ratisses ton audience. Ensuite, tu as les interactions que tu vas avoir avec ta publicité. Là-dessus aussi, tu vois, toujours. Mais tu vas avoir moins d'actions. Parce qu'en fait, il va y avoir tes impressions, puis il va y avoir les interactions avec ta vidéo, puis il va y avoir les clics sur ta vidéo ou ta photo, tu vois, pour dérouler ta description ou avancer sur la vidéo ou la replay. Puis il va y avoir le clic sur le site. Et puis, plus tu vas aller vers la droite, moins tu vas enregistrer d'actions. Donc, plus tes tests prendront du temps pour tirer une conclusion et à être significatif. C'est le mot qu'on utilise, qui soit statistiquement significatif. Alors, c'est vraiment relatif aux A/B tests, mais on peut l'utiliser vraiment sur les tests. C'est de se dire qu'ils aient atteint un nombre de données qui est suffisant pour que cette conclusion que j'ai envie de tirer ne soit pas due au hasard. Le meilleur moyen de l'exprimer, de te montrer ce que ça veut dire, c'est de se dire, c'est de prendre l'exemple de la roulette au casino. Il se peut que tu tombes, alors expérience personnelle, 9 fois sur le rouge. Je ne suis pas un gambler, je ne suis pas un gros joueur, mais 9 fois sur le rouge. Est-ce que ça veut dire que sur 10 lancers, vu que le 10e c'est un noir, j'ai 90% de chance de tomber sur le rouge? Bien sûr que non, et tout le monde est au courant. 47,5%
de chances de tomber sur une couleur rouge, 47,5% de chances de tomber sur une couleur noire, et le reste sur le 0. Ces stats, elles sont créées sur des grands nombres. Et c'est la seule manière de faire en sorte qu'elles soient significatives statistiquement. Et c'est toujours pareil, sur un test, quand tu le soumets à trop peu d'utilisateurs, tu as vraiment beaucoup de chances de te tromper. Et beaucoup de chances que la raison pour laquelle tu te trompes soit due à un facteur extérieur qui n'a rien à voir avec ton test. La température, tout et n'importe quoi. Tu le verras, de toute façon, tu vois toujours des hausses et des baisses de tes performances. Alors parfois, elles sont dues à l'acquisition pure et on peut l'expliquer facilement, mais parfois, c'est juste dû au climat dans lequel on se trouve, au jour de la semaine. Généralement, d'expérience, le dimanche, ça marche mieux que le mardi. C'est comme ça, tu vois. Donc, si tu fais ton test le mardi, que tu le coupes le mardi soir et qu'en plus de ça, tu as enregistré 4 clics sur ton test, tu peux pas dire la version de gauche, elle est mieux. Alors, je tire l'opposé, mais globalement, même sur 100 clics, c'est pas assez. Puis ça dépend ce que tu mesures après. Je pense que tu as compris le principe. Tester ses fondations en priorité, peu importe le trafic, et de gauche à droite. On a tout défini là. Donc maintenant, tu sais que si tu enregistres des transactions, si tu as envie d'optimiser tes profits, parce que ton budget il est compté, et que tu as peur de doubler ton budget publicitaire sur Facebook, parce que tu risques de dissoudre tes profits, la meilleure solution à l'heure actuelle, c'est de jouer avec les variables qui existent après sur ton site, qui est grandement responsable de tes performances publicitaires, une par une, et puis de remettre en question ce qui impacte le plus. Donc dans un premier temps, ce que tu vas faire, c'est que si tu fais de l'acquisition sur Facebook, par exemple, tu vas dupliquer ton produit. Tu vas mettre 5% de prix en plus sur le duplicate de ton produit. Tu vas dupliquer ta créa gagnante sur Facebook et tu vas changer que le lien. La seule variable qui va changer, c'est la page d'atterrissage. Tu vas mettre le même budget dessus, ils vont tous retourner en phase d'apprentissage. Et même si Facebook va commencer à envoyer ou cibler des personnes sur des parts d'audience qui sont différentes, avec un minimum de budget, tu vas quand même pouvoir trouver ce qui fonctionne le mieux ou pas. Parce que c'est la même créa, parce qu'il n'y a aucune variable qui change à part ta page d'atterrissage. Et donc le prix de ton produit. Premier truc que tu testes, prix de ton produit. Tu vas pouvoir aller gratter de la renta assez rapidement parce que généralement on sous-price son produit pour essayer de faire la première vente, elle arrive à passer. Mais au final, on arrive à passer ces premiers tests de prix assez facilement. Donc fais-le. Tu peux le faire via l'acquisition ou il y a des apps qui existent, mais je te conseille même pas de les utiliser. Avec cette même méthode, tu vas pouvoir faire plein de trucs. Tu vas pouvoir tester tes visuels de produits, particulièrement le premier parce que c'est celui qui engage. Tu vas pouvoir tester une offre potentiellement, une offre sur la quantité, parce que parfois ça peut être aussi un moyen de montrer une bonne affaire à réaliser par l'utilisateur qui peut faire en sorte que sa décision d'achat parte. Et voilà, comme je te dis, de te concentrer sur ces fondations pures. C'est un travail à faire quand tu es prêt à donner de l'attention sur ton site et quand tu te rends compte que tu atteins un petit blocage sur ton acquisition, parce que naturellement, le premier travail à faire sur ton acquisition, c'est d'itérer sur tes créatives et sur les visuels que tu lances ou sur les termes de recherche, bref, peu importe la régie que tu utilises. Mais si on prend encore l'exemple de Facebook, tu lances des premières créas, tu arrives à générer ta première vente, ou alors tu lances des premières créas qui ne marchent pas, tu apprends. Parce que même si tu n'arrives pas à générer des premières ventes, tu as des add to cart ou tu as de la donnée qui va remonter relative à chaque créative. Donc, tu vas essayer de faire plus de ce qui marche. Et tu vas changer des hooks, tu vas faire plus de vidéos, tu vas créer des images, tu vas lancer des campagnes de retargeting. Et au final, sur cette même plateforme, tu vas créer un petit écosystème qui va te permettre justement de valider tes premières ventes. Évidemment, ce que tu dois faire dans un premier temps, je dirais, c'est de continuer à envoyer de la matière, des créas. Maintenant, rapidement, tu vas vite arriver à remettre en question ton prix et je te le conseille de le faire directement. Enfin, un autre truc que tu dois faire, c'est le test d'angle marketing et de landing page. Je le dis aussi parce que pour moi, c'est pas la même chose. Dans un premier temps, tu vas tester ton discours
et ta cible, parce qu'il y en a peut-être plusieurs. Je prends un exemple d'une crème. Une crème pour nourrir la peau, elle peut cibler, je te dis ça parce que c'est un exemple d'un call que j'ai vu avec une cliente ou même d'un produit, d'une boutique qu'on accompagne depuis longtemps. Ta crème, elle peut te spécialiser pour les personnes qui ont de l'eczéma. Et c'est ton cœur de cible. C'est les personnes que tu as target directement. Tu as des plaques rouges, tu as de l'eczéma, euh, crème magique, naturelle, bref. Tu gères ton marketing. Mais elle peut aussi marcher pour les plaques rouges. Elle peut aussi marcher pour le psoriasis. Et tu as peur. Tu as peur parce que si tu dis que c'est une crème pour l'eczéma, le psoriasis et les plaques rouges, les personnes et ton cœur de cible d'eczéma vont plus forcément se reconnaître et ils vont se dire c'est encore un truc, une solution un peu fourre-tout. J'ai envie d'une solution spécialisée parce que j'en ai marre et c'est un truc qui dure. Et je comprends. Et le truc qu'il va falloir que tu fasses, c'est pareil. Tu dupliques ta fiche produit dans un premier temps et tu changes le discours. Maintenant, c'est plus la crème pour l'eczéma, c'est la crème pour le psoriasis. Et puis, c'est plus la crème pour le psoriasis ou l'eczéma, c'est la crème pour les plaques rouges. Et puis, tu vas faire des créas plaques rouges. Tu vas faire des créas psoriasis. Tu vas faire des créas eczéma. Tu vas diviser ton trafic, tu vas l'envoyer à chaque fois sur chaque lien. Ton trafic global, celui qui tape l'URL de ton site, il tombera toujours sur la version qui est validée. L'eczéma, qui était ta page par défaut. Mais en fait, grâce à cette méthode, tu vas pouvoir tester comment réagit le marché sur le psoriasis ou les autres domaines, ou bref, trucs auxquels tu réponds. Et peut-être qu'ils vont prendre le dessus. Et peut-être même qu'ils vont se faire une vraie place sur la boutique. Peut-être que tu vas avoir l'idée de développer un produit secondaire avec plus ou moins la même formulation, mais qui sera focus sur le psoriasis pour que ton client fasse vraiment la différence entre les deux et qu'il ne prenne pas ce produit pour un fourre-tout. Et peut-être que le fourre-tout, ça marchera. Tester la version généraliste qui parle de tout, la crème qui va se résoudre à tous les besoins, et ben, c'est quelque chose qui va impacter ton trafic. Je n'ai pas la réponse, c'est à toi de le tester. Et c'est propre à plus ou moins un grand nombre de typologies de produits. Même si tu as un produit qui répond à un besoin très précis, tu as toujours une raison économique pour laquelle le client l'achète. Tu as toujours une raison qui est plus écologique. Tu as toujours une raison qui est plus saine pour la santé. Tu as envie de savoir ce qui impacte dans l'ordre. Et évidemment, ça te permettra plus tard de mieux structurer ta fiche produit, ton marketing, de savoir sur quels angles appuyer parce que tu sais ce qui génère l'acte d'achat chez ton utilisateur. Alors ça, c'est pour le test d'angle marketing. Pour moi, le landing page, c'est quelque chose de différent parce que si tu testes des landing pages directs, le problème, c'est que tu vas changer plusieurs variables. Et on l'a vu depuis le début. Tu vas changer ton discours. Tu vas changer ta structure. Tu vas mettre plus de preuves sociales parce que techniquement, c'est destiné au premier achat et à ta publicité. Tu vas mettre plus de médias et de figures d'autorité. Et tu ne sauras pas ce qui a marché mieux que l'autre. Donc commence par faire un test de discours sur la même page d'atterrissage que d'habitude, celle qui génère déjà des ventes. Et puis ensuite, fais un test de structure. Tu changes les sections. Tu mets des sections avant d'arriver sur ton produit. Tu testes un format beaucoup plus éducatif, etc. etc. Et jusqu'à trouver le format qui marche mieux en publicité, qui peut être et qui est souvent en fait à terme différent du format qui marche bien pour les utilisateurs qui reviennent sur ton site ou qui passent depuis une campagne Performance Max ou qui jonglent direct sur ta fiche produit et qui sont un trafic plus chaud que celui sur lequel tu détournes l'attention du trafic et de l'utilisateur. Mais je t'invite à poser des questions si tu en as ou réagir parce que vraiment je vais faire exprès et je vais créer encore plus de ce format. Je vais faire exprès de peu préparer ces vidéos pour vraiment qu'on plonge dans ce qu'il y a dans mon crâne et que j'ai envie de faire ressortir avec toi, vous. Mais n'hésite pas à réagir, à m'envoyer des questions, des messages, des choses qui peut-être que je dis des choses aberrantes et on peut en parler, mais je pense que jusqu'ici je suis assez sûr de moi parce qu'on le pratique depuis des années et on le pratique sur de plus en plus de gros shops qui nous permettent de valider vraiment tout ce que je te dis et le process global. Mais n'hésite pas à interagir parce que je trouve que c'est des sujets qui sont ultra importants, il faut absolument en parler. Et si ça peut te permettre d'économiser des semaines, des mois, voire des années, littéralement dans le lancement de ta boutique, ton produit ou l'optimisation globale de tes perfs sur le site, eh ben, je pense que ce sera un challenge réussi pour ce format. J'aimerais parler du point de bascule vers des A/B tests. Quel est le bon moment ? Pour moi, on a parlé d'un
on a parlé de deux choses. On a parlé d'un nombre de transactions. Donc globalement, le point de bascule principal, il sera toujours lié au nombre de transactions que tu enregistres, parce que quand tu veux optimiser ton taux de conversion, tu es obligé de te baser sur le nombre d'achats qui sont effectués sur le site. Sinon, ok, j'envoie plus de personnes au checkout, mais je ne sais pas si elles ont converti. Donc si je veux optimiser mon taux de conversion ou même mon panier moyen, je suis obligé de me baser sur une commande qui a été effectuée pour mesurer combien il a dépensé en moyenne et combien de personnes j'ai réussi à convaincre ou à transformer en acheteur. Cette base, elle est à 1000. En dessous de 1000 transactions par mois, peu importe ton panier moyen, même si tu vends peu de produits en high ticket, en fait, tu auras toujours besoin du même nombre de transactions qu'une personne qui vend plein de produits à 20 balles, parce que on se base sur le niveau de données que tu engranges. Premier point de bascule, nombre de transactions. Pour faire des A/B tests, on parle de cacher, afficher un composant et adopter une vraie méthode de prise de décision sur la partie site. Maintenant, tu peux faire des A/B tests, et tu en fais déjà sur l'acquisition par exemple, sur des choses qui récupèrent plus de données. Il faut juste l'accepter. Donc tu peux quand même faire des tests où tu caches, tu affiches des choses, sur Klaviyo par exemple, sur ton nombre de leads que tu reçois. Tu vois, on a toujours des pop-up de bienvenue sur les boutiques de e-commerce au global. C'est important pour toi de savoir qu'est-ce qui marche le mieux en termes de capture de mail, parce qu'il faut savoir que tu échanges quand même 10% sur une première commande pour la plupart. Tu as envie de savoir si un e-book, en fait, au final, ça ne rapporte pas plus de leads. Tu as envie de savoir si avoir une ou deux étapes, ça apporte pas plus de leads aussi, parce que ce que je vois de plus en plus sur ces pop-ups, c'est que d'abord, on lui demande s'il veut bien son cadeau, il clique, et puis il envoie l'email. Tu as envie de savoir si tu as plus d'emails en l'affichant direct quand il arrive sur le site, ou en l'affichant après 5 secondes, 10 secondes. Tu as envie de savoir si ça dérange l'achat en l'affichant sur les étapes de panier ou produit, et si ça vaut pas le coup de le mettre seulement sur la partie homepage. Et ça, c'est typiquement quelque chose qui enregistre beaucoup plus de données que ton nombre de transactions. Donc tu vas pouvoir le faire avant. Tu vas pouvoir le faire dès que, je sais pas, tu enregistres 500 mails par mois. 500 mails par mois, tu vas pouvoir faire un premier test de position de ton pop-up où tu enregistres bien 250 opt-in de chaque côté minimum, donc personnes qui s'inscrivent. Et puis je pense que d'ici 3 semaines, un mois, tu seras capable de dire oui ou non, telle position, telle durée d'affichage ou autre marche mieux que l'autre. Isole bien ta variable dans ce cas-là. Parce que soit tu te concentres sur la durée de l'affichage, soit tu te concentres sur le lead magnet au final, donc soit un coupon de promotion ou de réduction, soit autre. La réduction de cette promotion, le changement du lead magnet au global, tout ça je te laisse le tester, mais c'est typiquement un test que tu peux faire avant. Les tests sur l'acquisition, c'est des tests que tu peux faire avant. Alors sur la partie Klaviyo, ce sera quand même un A/B test parce que tu peux le faire direct depuis Klaviyo. Mais sur la partie acquisition, ce sera considéré comme un test parce que du coup, je vais dupliquer ma créa et puis je vais envoyer sur une page d'atterrissage différente, un angle marketing différent, un prix qui est différent, etc. Donc le point de bascule vers les A/B tests, il est basé sur le nombre de transactions principalement. Mais comme on l'a vu dans cette vidéo, tu dois faire des tests depuis le day one, en commençant par les premiers tests de créatif que tu vas faire jusqu'à ton test de prix, ton test d'angle marketing. Et plus le temps va passer, plus tu vas te permettre de tester des variables qui ont un impact plus faible, qui sont plus loin dans ton tunnel de vente. Mais c'est parce que tu auras coché les sujets qui, selon toi, étaient le plus important avant et que tu vas te permettre de te concentrer sur des variables plus précises avec le temps. Et c'est vraiment la méthode que tu vas apporter de gauche à droite. Et en fait, cette manière de penser de gauche à droite, de l'acquisition à l'acheminement du produit, c'est quelque chose qui va se répéter même sur ta fiche produit ou la manière dont tu éduques sur tes visuels ou peu importe. Une manière d'aller de gauche à droite, c'est d'augmenter mon prix, de voir que ça passe pas, donc d'augmenter ma valeur perçue du produit et mon niveau, mon éducation, ou de rassurer plus de consommateurs pour revenir à un test de prix, avoir le droit d'augmenter enfin ce prix et de le faire passer pour augmenter mes profits. Très probablement plein de trucs que j'ai oublié de dire dans cette vidéo, mais il y a quand même beaucoup de choses
que j'édite. Il y a des sujets qu'on peut isoler aussi pour faire une vidéo en particulier. N'hésite pas à me le dire si tu as envie que je creuse des sujets en particulier. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. C'était vraiment posé. C'était vraiment posé et j'espère que tu as récupéré ce que tu voulais récupérer, que tu as pris des choses aussi. Et j'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire, je suis lessivé pour être honnête avec toi. J'ai couru mon premier semi-marathon ce matin à 7h du mat. Là, il est 17h et je suis mort. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt.